Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi a interrompu son itinérance pour présider ce mercredi le Conseil supérieur de la défense afin de s'enquérir de la réelle situation des militaires au front. Plusieurs sources rapportent que les FARDC ont gagné du terrain ces dernières heures, ce qui est même salué par les forces sociales au Nord Kivu que vous suivrez dans ce journal. Le 8 janvier 1996, un avion Antonov s'est écrasé au marché Tipka dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Selon différents bilans, entre 200 et 500 personnes ont perdu la vie suite à ce décollage raté à l'aéroport de Ndolo. 29 ans après, nos équipes sont rentrées sur place pour constater ce qui reste de cette place qui a connu les pires heures de l'aviation civile en Afrique. Un autre marché a été délogé par l'hôtel de ville de Kinshasa ce mercredi. Le gouverneur Daniel Bumba, qui a laissé des grands travaux autour du centre-ville de Kinshasa, s'est débarrassé aujourd'hui des vendeurs pirates qui ont même fait disparaître la chaussée à la hauteur des jardins zoologiques et botaniques sur l'avenue Kassavou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après avoir assisté à la prestation de serment de son homologue ghanéen à Accra, en compagnie de plusieurs autres chefs d'État africains, Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Le président de la République, qui avait assisté avant son départ à la prise de fonction du nouveau chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a réuni ce mercredi l'appareil militaire pour un conseil supérieur de la défense, une situation qui fait suite à différentes nouvelles en provenance du front où les FARDC combattent les terroristes du M23 soutenus par le voisin Paul Kagame et son régime. Selon quelques communicateurs du gouvernement, les FARDC ont gagné du terrain ces dernières heures face à l'ennemi, récupérant la localité de Ngungu, entre autres. Mais à ces sujets, aucune communication officielle n'a été faite du côté des FARDC pour le moment. Mais les députés provinciaux élus de Massissi, Alexis Baunga, confirment que les localités de Massissi-Centre, Louchébéré, Machaki et Ngungu sont repassées sous contrôle des forces loyalistes. Pendant ce temps, plusieurs voix se lèvent pour demander aux fils et filles de la région de se désolidariser de ces terroristes. La dernière en date est celle de la concertation des forces sociales du Kivu qui a lancé un appel urgent aux communautés tribales des hauts plateaux de Vira, Fizier, Mwenga, Itombwe pour qu'elles privilégient les vivre ensemble dans un esprit de paix. Réunis dans la ville de Bukavu du 4 au 7 janvier 2025, toutes ces forces sociales du Kivu, dont les autorités traditionnelles, présidents des communautés tribales et leaders de la société civile et des mouvements citoyens, sur invitation de la notabilité et communauté Grand Kivu, se sont retrouvés pour analyser la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ces forces sociales du Sud Kivu déplorent l'avancée des rebelles du M23 et encouragent les FARDC à continuer à défendre l'intégrité du territoire national. Nous déplorons l'avancée des forces du M23 RDF qui ont pris le contrôle de Massissi en violation du cessez-le-feu d'un côté et des questions sur les FDLR qui restent pendantes. Tout en soutenant plutôt les efforts du gouvernement dans la recherche de la paix, réaffirmons la déclaration de la notabilité et communauté Grand Kivu du 2 décembre 2024 à Goma. Nous demandons au gouvernement de redoubler d'efforts pour rendre le processus de paix de Luanda et de Nairobi plus efficace, tout en intégrant l'accord cadre d'Addis Abeba, qui reste un cadre essentiel pour une solution inclusive et durable, susceptible de redynamisation pour la stabilité de la région. Ces forces sociales ont par ailleurs demandé au gouvernement congolais de garantir la sécurité de toutes les communautés, et cela sans distinction, car chaque citoyen a droit à une protection équitable.
Kinshasa a déjà connu son propre film d'horreur. C'était exactement aujourd'hui, 8 janvier, il y a 29 ans, comme dans un mauvais rêve, l'Antonov AN-32B ratait son décollage à cause d'un problème de surcharge et s'écrasait tout de suite quelques minutes sur un des marchés les plus fréquentés de la capitale à l'époque. Ce qui s'en suivit est encore aujourd'hui indescriptible. Une explosion, une mare de sang mêlée à de l'huile sous des paquets de chair déchiquetées. Retour sur ce qui est encore considéré aujourd'hui comme la deuxième pire catastrophe aérienne du continent africain. Il y a 29 ans, le 8 janvier tombait un lundi, avec toute la crise que traversent généralement les ménages après les fêtes, coïncidant avec l'économie du pays qui échappait de plus en plus au maréchal arrivé au soir de son règne sans partage de pratiquement 30 ans. Des commerçantes courageuses, déterminées à arracher quelques billets aux clients grâce à leurs différentes épices revendues en détail, sont là depuis les premières heures du matin en train d'étaler en désordre leurs produits, comme dans tout bon marché quinois qui se respecte. Le marché type K, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est voisin à l'aéroport de Ndolo, le deuxième plus important de la ville après Ndjili. Selon les témoins, encore aujourd'hui, un surprenant coup de tonnerre attire l'attention du public vers le ciel. La foule y aperçoit l'avion zigzagant de manière inhabituelle, panique et se met à fuir, se réfugiant dans un complexe festif à proximité. Les nombreuses personnes, des vendeuses et des clientes pour la plupart, qui n'ont pas été promptes à réagir parce que, attachés à leurs étalages, ont vu tomber sur leur tête cet Antonov avec l'hélice encore en activité. Des cris d'horreur suivis d'une immense explosion, puis d'un incendie encore plus catastrophique. C'était l'enfer en plein jour à Barumbu. Les forces de l'ordre, la Croix-Rouge, toutes les interventions ne sont arrivées que trop tard pour ramasser les morceaux de chair baignant dans du sang, de l'huile, de l'essence. Chacun avance ses chiffres, mais jamais en dessous de 200 morts, tandis que certains parlent même de 500 disparus ce jour-là. 29 ans plus tard, il faut qu'on vous le raconte pour le croire, les lieux exacts de la tragédie sont méconnaissables avec des immeubles qui poussent année après année comme des champignons, effaçant les traces des tombes, des corps qui n'ont pas pu être récupérés. Mais à côté, le marché continue. Des femmes, par centaines, continuent d'étaler leurs marchandises tous les jours comme s'il n'y s'y était jamais rien produit. Les avions, eux aussi, décollent toujours de la piste de Ndolo sur les têtes de ces bonnes vendeuses. C'est ici, derrière moi, que le pire est arrivé. Il y a de cela 29 ans, précisément en 1996. Plus de 300 personnes ont perdu la vie à la suite d'un crash d'un avion de type Antonov AN-32B. Les autorités d'alors avaient donc interdit toute activité commerciale en ces lieux. Mais 29 ans après, le constat est plutôt décevant. Toutes les activités ont repris et les vendeuses interrogées à ce sujet sont bel et bien conscientes du danger qui les guette. Nous vendons ici, mais nous avons toujours peur parce que lorsque les avions décollent, nos cœurs battent. Lorsqu'il y a eu crash en 1996, nous étions encore enfants. Mais récemment, le 30 octobre 2024, nous avons vécu un cauchemar à la suite du crash de l'hélicoptère de l'armée qui a failli nous tomber dessus. Nous demandons à l'État de nous trouver un autre endroit où nous pouvons vendre. Ça nous épargnera du danger. Non, encore beau, ça n'a le même anniversaire na moi nangai. À l'époque, nous avons 19 ans. Moi, je ne peux pas oublier ça parce que ça s'est passé le jour de la naissance de mon fils et ma mère vendait ici. Et j'étais là le jour du drame. Un vent violent a soufflé sur nous et c'était les hélices de l'avion qui ont ravagé plus de 300 personnes. Ma maison est raté et tout droit dans et ramassé na mituka na bateki na basombi. Dieu merci, nous avons été épargnés. C'était vraiment pire. Sous l'émotion. 29 ans après, les différentes familles de victimes plaident pour l'érection d'un mémorial en vue de rendre hommage à toutes ces victimes, plus de 300 qui ont rendu l'âme ce 8 janvier 1996, puisque jusqu'aujourd'hui, aucune journée n'a été décrétée en hommage à ces Congolais disparus tragiquement.
Les marchés pirates ont été secoués aujourd'hui sur l'avenue Kasavubu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, engagé dans un vaste programme de réhabilitation et construction de la voirie urbaine. Les services de l'hôtel de ville ont délogé des vendeurs qui avaient pris d'assaut depuis plusieurs années aujourd'hui cette avenue, surtout dans la déventure des jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, dans une saleté que vous ne saurez regarder deux fois. Nous sommes sur l'avenue Kasavubu, reliant plusieurs communes, notamment Lingwala. Visiblement, l'accès est perturbé par des immondices, des caniveaux bouchés et les eaux des pluies continuent de stagner. Les Quinois, inconscients des risques sanitaires, ont envahi l'avenue avec des marchés pirates. Regardez comment les caniveaux sont. Est-ce que dans un pays, on peut vendre l'histoire à même des sols? Non. Nous sommes dans nos protections, la c'est ainsi qu'avec l'appui du gouverneur Après plusieurs interpellations et moratoires, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, décide de libérer Kasavubu des marchés pirates pour faciliter la fluidité et sécuriser sa population. Le vice-gouverneur Edi Yeli y est descendu pour faire respecter la mesure. Nanisa tinda kinga na kita na presque Kasavubu to sala misala to longo basalite nyonso omoni ba conditionné bi ke ba mamezo sa bango pasi mingi so to ndika pasi wana to ko avancer te peto pe ko kuma na kati ya Kinshasa te omoni to sala misala nyonso awa ko mikolo ozo banda société ezo banda po kubongisa presque Kasavubu ba tia makadam. En tout cas ndenge to sololina bato bazwinzela ko sala nguna lombango na ningisa mokonzi mboka chou de l'état. Au plus tard 2-3 mois ba aussi sanzela oyo po ba fungula za lokala mingi te po ba mabalongo na balabala ba kota na kati ya zandu ba teka pene sika o esengeli po ko kimisa bokono belé. Rappelons que fermé depuis janvier 2021, le grand marché de Kinshasa va bientôt réouvrir. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a ouvert ce mercredi une session extraordinaire consacrée à une question de gravité exceptionnelle, la spoliation du lac Tchombe et de la rivière Lubumbashi. Les élus provinciaux, soucieux de faire toute la lumière sur cette affaire, ont mandaté une commission spéciale dont les conclusions accablent certains anciens membres maires de Lubumbashi. Sous la conduite de l'honorable Michel Kaboumwamba, président de l'organe délibérant, cette session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a mis en lumière le scandale d'expoliation du lac Tchombe et de la rivière Lubumbashi. On a une spoliation des cimetières, les gens ont fait des bêtises, et ça ne fait que continuer. Nous devons arrêter. À un moment, il faut s'arrêter et se regarder en face. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Les élus provinciaux membres de la commission spéciale ont pointé du doigt les anciens maires de Lubumbashi, notamment l'actuel vice-gouverneur Martin Kazembe, accusé d'avoir illégalement désaffecté une partie du lac au profit d'un entrepreneur privé. Selon les conclusions de la commission d'enquête, ces élus auraient outrepassé leur pouvoir en émettant des arrêtés illégaux sans respecter les procédures en vigueur. L'opacité dans la gestion de ce dossier, particulièrement sous le mandat de Martin Kazembe, a également été dénoncée. Si l'entrepreneur impliqué, le bishop Léonard Mateboulambalamba, a été considéré comme de bonne foi, les élus provinciaux ont appelé à sanctionner les responsables politiques à l'origine de cette affaire. Une commission d'experts sera par ailleurs mise en place pour étudier les solutions possibles afin de remédier à cette situation et de protéger ce bien commun. À l'issue d'une houleuse séance de questions et réponses, le rapport a été adopté, moyennant quelques amendements. La prochaine séance plénière devrait permettre de déterminer si les autorités impliquées feront l'objet d'une interpellation formelle. Toujours au Katanga, un journaliste a perdu la vie de manière tragique à Lubumbashi. C'est une nouvelle qui a secoué l'opinion depuis les premières heures de ce mercredi. Adonis Numbi, s'appelait-il, était très connu dans les milieux de la presse nationale et locale. Cette dernière a fait éclater sa colère contre les autorités provinciales accusées d'inaction face à la montée de violence et de banditisme urbain. Nous sommes indignés, nous sommes très en colère. La presse du Grand Katanga en général endeuillée, la presse du Haut-Katanga en particulier très abattue, parce que simplement un des nôtres nous a quittés, Patrick Adonis Numbi, et nous avons le regret de constater
que le gouverneur Jacques Yaboula Katou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons, au gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Dans son bureau, il arrive. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques. Adonis Numbi est un journaliste de cette province. Il a servi cette population, il a servi ses autorités dans cette province. Un journaliste sauvagement tué. Il revenait de son point de travail. On a ravi le matériel, on l'a tué avec des coups de machette. Nous, les hommes de médias, nous nous engageons par la collaboration que nous avons avec les officiels. On va déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale. On nous manque du respect par un rapporteur adjoint qui gronde sur nous. On arrive au gouvernorat. Le gouverneur nous envoie son directeur de cabinet, que nous ne connaissons même pas, ni de nom, ni de vue. Et il commence à tourner sur nous encore. S'il vous plaît, monsieur le procureur général, nous espérons au moins que vous engagerez des enquêtes. Alors des enquêtes qui donneront des résultats fiables. L'autre homme de médias qui a perdu la vie ce mercredi, c'est Francis Kankondé depuis Bruxelles. Il s'agit d'un ancien présentateur des émissions à succès chez Francis et Top 10 sur la télévision congolaise. Selon les premières informations, bien que sa famille soit restée discrète jusqu'en fin d'après-midi, il aurait succombé à une courte maladie. À son actif, près de 25 ans de carrière dans le journalisme culturel, Francis Kankondé avait élu domicile il y a plusieurs années déjà en Europe. Dans son style mélangeant polémique et information, il s'est imposé comme une figure emblématique qui a fait la pluie et le beau temps de la chronique musicale congolaise dans les années 2000. Le gouverneur du Olomami, Banzamouloumé Marmon, a reçu dans son cabinet de travail le nouveau commandant de la base de Kamina, le général Dieudonné Mouhima. Très bien accueilli à son arrivée, il s'agissait simplement de présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Militaire de Kamina, commandant de base, le général de brigade Mouhima Batenchi Dieudonné. Nommé récemment par ordonnance présidentielle, le général de brigade Dieudonné Mouhima vient de rejoindre son nouveau poste d'attache dans le Olomami, qui est la base militaire de Kamina. C'est mardi 7 janvier, le général de brigade a atterri à l'aérodrome de Kamina. Au pied de l'avion, il a été accueilli par les différents officiers de la base militaire ainsi que de la police nationale congolaise, bien avant de recevoir les honneurs militaires. Devant la presse, le nouveau commandant Baka, Dieudonné Mouhima, s'exprime. Je suis là parce que le commandant suprême a voulu que je sois là. Je pense que vous êtes au courant de nouvelles nominations. Et il a plu au commandant suprême de me nommer commandant base de Kamina. Et c'est pour cela que je suis là. Je vais répondre à l'appel du commandant. Ayant appris l'arrivée du commandant dès la base militaire de Kamina, les épouses des militaires lui ont réservé un accueil chaleureux. De l'aérodrome de Kamina, le cortège du général s'est rendu au gouvernorat des provinces où le commandant de la base militaire de Kamina, Dieudonné Mouhima, a présenté ses civilités au gouverneur de province, Banzamouloumé Marmon, représentant du chef de l'État dans le Olomami. La délégation du général des brigades Dieudonné Mouhima a pris le chemin de la base militaire de Kamina. Séjournant à New York, aux États-Unis, le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, a échangé en début de semaine avec les membres du cabinet Hogan Lovells, une structure qui défend les intérêts de la RDC au niveau international. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la possibilité de réduire les honoraires de ce cabinet qui était surévalué, une occasion pour Samuel Mbemba de présenter les défis du gouvernement dans les secteurs de la justice pour l'année 2025. Depuis les États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York,
où il se trouve, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, a échangé ce lundi 6 janvier 2025 avec les cabinets Hogan Lovells qui défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Il était question, à en croire Samuel Bemba Kabouya, de discuter de la possibilité de réduire ses honoraires qui étaient surévalués. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international a de prime abord rappelé les credos du gouvernement dont il est membre en ce qui concerne le contentieux international à caractère économique. Nous avions pris l'engagement en ce qui concerne les contentieux international à caractère économique que nous allions stopper tous les paiements, d'exiger à l'État congolais à la suite des procédures fallacieuses. Et cela sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encadrement de notre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Toulouka. Alors aujourd'hui, 6 mois après, nous avons constaté qu'il y a des cabinets qui défendent très bien les intérêts de la République, mais il y a un constat que nous avons aussi fait et que certains honoraires sont surévalués. Il s'est dénoté que ces cabinets avaient arrêté de défendre les intérêts de la RDC pour un paiement de ses honoraires. Au chapitre des réformes constitutionnelles, la commission d'intégrité et de médiation électorale a émis quelques vœux à l'endroit du président de la République. La CIME propose au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'initier un dialogue qui pourra réunir toutes les forces politiques et sociales à ce sujet. La commission d'intégrité et médiation électorale CIME recommande au président Félix Tshisekedi d'initier des consultations avec les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, cela avant de mettre en place la commission chargée d'examiner l'opportunité d'une réforme constitutionnelle. C'est l'essentiel d'une communication lue par Idriss Katenga Mouloa, président de cette structure de la société civile. La CIME recommande au chef de l'État d'envisager dans la mesure du possible des consultations avec les forces politiques et sociales avant de mettre en place la commission qui sera chargée de réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Ou tout au moins d'assigner ces consultations qui doivent être nationales et les plus inclusives aussi comme première mission de la dite commission à créer. La CIME justifie sa suggestion par les tensions politiques qu'elle a constatées ces derniers jours au sein de la classe politique congolaise. La CIME croit en effet qu'il est important pour tout peuple de s'arrêter un moment et lever des options susceptibles de mieux répondre aux défis qui sont les siens. Ainsi, la CIME invite tous les Congolais à aller au-delà de leurs positions et de leurs intérêts personnels dans la recherche de solutions apaisées aux problèmes du pays. Abordant ces tensions alimentées par la question des réformes constitutionnelles, la CIME n'a pas passé sous silence la contribution des scientifiques dans cette situation. Pour rappel, c'est depuis mai 2014 que des dirigeants des diverses régions de Kinshasa ont mis sur pied la CIME. Cette commission a pour but d'accompagner les processus électoraux à travers la prévention, la gestion et la médiation des conflits liés aux élections. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre des services de santé en faveur des groupes vulnérables en République démocratique du Congo, des matériels, équipements médicaux et orthopédiques ont été remis à quelques centres hospitaliers de Kinshasa, un don de l'ONG américaine Projet Cure à la République démocratique du Congo, association qui veut doter le pays de 200 conteneurs d'équipements médicaux et d'assurer leur acheminement dans les 26 provinces. C'est le Fonds national de promotion et des services sociaux qui a procédé à la remise symbolique de ces matériels, équipements médicaux et orthopédiques, d'abord à l'hôpital de référence du camp Lufungula et ensuite au centre hospitalier Hope, dont de l'ONG américaine Project Cure,
à la République démocratique du Congo. L'administrateur général du FNPSS, Alice Mirimo, qui a de prime abord remercié le chef de l'État, a fait savoir que ces matériels et équipements vont couvrir des besoins essentiels, les salles d'urgence, les blocs opératoires, les services de soins intensifs, les laboratoires, les services dentaires et les salles d'accouchement. Mais l'action elle-même, elle va directement au bénéfice du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale aujourd'hui, à qui le chef de l'État a confié aussi une très grande vision. C'est la vision de la couverture santé universelle, avec un accent particulier sur les vulnérables. Les plateaux techniques sont en train d'être conçus de manière que même le plus démuni, toutes les couches sociales de la population vont bénéficier de la santé. François Ndangama, colonel médecin directeur de l'hôpital de référence du Kondo Fungula, a exprimé sa profonde gratitude face à ce geste qui redonne de la force et la motivation nécessaire pour continuer à servir avec dévouement. Toute ma joie se tourne vers le chef de l'État qui a songé particulièrement à nos hôpitaux. 2 autres conteneurs, dont l'un destiné à l'hôpital général des références de Kananga, dans le Kasaï central, et au centre hospitalier Loto, dans la province du Sankuru, ont également été remis. Disons merci à la FNPSS pour le travail abattu. Ils se sont vraiment sacrifiés pour faire sortir tous ces conteneurs amenés jusqu'ici. Un objectif ambitieux en vue d'atteindre 200 conteneurs d'équipements médicaux et d'assurer leur acheminement dans les 26 provinces du pays. Elle est une contribution à la couverture santé universelle soutenue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une fin d'année de marathon pour le président fondateur de la DJUT ASBEL, Bijou Ombilingo, dans le souci de la bonne marche des activités sportives dans la province de Tshopo. Elle a échangé avec les responsables de plusieurs disciplines sportives de la province. Une rencontre de fraternité et d'amour entre Boyomais et Boyomais, d'abord avec les athlètes Dame Denzango. Ensuite, autour des responsables des disciplines d'arts martiaux, accompagnés de présidents de l'entente du basketball, les responsables des différentes disciplines et les athlètes présents ont présenté leurs desiderata au président fondateur de la JUT ASBEL, notamment l'inactivité des compétitions, l'absence des infrastructures, manque d'équipements, mais également l'absence totale de partenaires. Bijou Ombilingo, touché par les mots des athlètes et responsable, soucieux de la renaissance du sport de la Tshopo, le président fondateur de la JUT a annoncé l'arrivée d'un lot des équipements acquis sur fonds propres de l'association qui sera remis aux différentes ententes de la province. Les arts martiaux sont dorénavant dans notre viseur et nous allons tout donner pour redorer son blason terni dans la province de la Tshopo. Il y a peu, nous avons envoyé un athlète MMA à Kinshasa pour participer au championnat du Congo et nous sommes ici pour dénicher d'autres talents et palper du doigt votre engagement dans la pratique du sport afin que nous puissions vous accompagner à fond. En 2025, nous allons organiser beaucoup d'activités et nous avons besoin de voir la participation active de karatéka. Avant de partir d'ici, nous allons enregistrer vos plaintes et vous doter des équipements qu'il faut afin que vous affichiez un visage séduisant en 2025. Par ailleurs, il a pris l'engagement de rester aux côtés du sport de sa province. On ne peut évoquer le quartier Kaouka sans pour autant parler de Judo Club Kaouka, qui a totalisé 32 ans d'existence. Occasion pour l'élu national, maître Kasiteriko Kenda, de venir encourager l'initiative d'encadrement de la jeunesse à travers le sport. C'est une journée marathon qui commence au cercle Onatra de Kaouka. L'un des mieux élus de la Funa. Habillé pour la circonstance, l'élu de la Funa, maître Kasiteriko, vient prendre part à la célébration des 32 ans d'existence de ce grand club, le Judo Club Kaouka, qui a été initié par maître Ogi Boyaka et dont la flamme est maintenue jusqu'à présent. Exhibition, kata et comité, le député national tient par ce geste de parrainage encourager la jeunesse et surtout sa base naturelle. C'était un honneur pour moi, d'autant plus que le quartier de Kaouka, c'est un quartier où j'ai vécu et qui compte beaucoup de mes électeurs.
Donc je ne devais que rehausser de ma présence cette grande cérémonie de 32e anniversaire du Judo Club Kaouka. Mon maître Boyaka a initié le Judo Club Kaouka 32 ans durant. Depuis que ce club existe, ce n'est pas facile. Alors ses successeurs ont maintenu la flamme allumée. Alors je leur ai demandé de continuer sur cette même lancée. Et surtout que j'ai vu dans le club actuellement, il y a beaucoup de jeunes. Donc il faut encourager ce club à aller de l'avant. Du cercle Onatra, le député national membre du forum parlementaire de la SADC se dirige au terrain Belekete, toujours à Kaouka, mais cette fois pour un match de football loisir qui oppose deux ASBL. En vacances parlementaires, ce dernier a presté aux côtés de ces deux clubs au collège Saint-Bertrand. Match soldé par 2-0 en faveur de Kaouka debout. Maître Kaziteriko, en vrai renard de surface, a occasionné le premier but marqué sur penalty. Véritable rassembleur, l'ambiance sportive a accompagné ces deux activités. Félix Tshisekedi a interrompu son itinérance. C'était cela le premier titre. Je vais vous rappeler les sommaires parce que le journal est terminé. Le président de la République a présidé ce mercredi le Conseil supérieur de la défense afin de s'enquérir de la réelle situation de militaires au front. Plusieurs sources rapportent que les FARDC ont gagné du terrain ces dernières heures, ce qui est même salué par les forces sociales au Nord Kivu que vous avez suivi dans ce journal. Le 8 janvier 1996, un avion Antonov s'écrasait au marché Tipka dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Selon différents bilans, entre 200 et 500 personnes ont perdu la vie suite à ce décollage raté à l'aéroport d'Ondolo. 29 ans après, vous avez suivi sur place Christian Kalonji qui a constaté le retour des étalages dans ce marché. L'autre marché qui a été délogé par l'hôtel de ville de Kinshasa ce mercredi, c'est au niveau de l'avenue Kasavubu. Le gouverneur Daniel Bumba, qui a lancé des grands travaux autour du centre-ville de Kinshasa, s'est débarrassé aujourd'hui des vendeurs pirates qui ont même fait disparaître la chaussée à la hauteur des jardins zoologiques et botaniques sur l'avenue Kasavubu. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.